Cette étude a mobilisé plus de 450 personnes de l'industrie, des employeurs, des travailleurs, des représentants du milieu de l'éducation, des experts. Et ils ont contribué à dresser un portrait complet des enjeux de main-d'œuvre de l'industrie de la transformation alimentaire au Québec. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Ruth Bernard, analyste du marché du travail, et Raphaël Riedman, analyste stratégique et directeur du département des études économiques du groupe DDM, afin de nous présenter l'effet saillant de l'étude. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaite d'abord remercier chaleureusement le Comité sectoriel de main-d'œuvre qui nous a confié la réalisation de ce mandat. Ça a été une chance pour nous de travailler sur votre secteur. On est particulièrement heureux d'avoir eu l'occasion d'explorer en profondeur la réalité de l'industrie de la transformation alimentaire, un secteur qui est stratégique dans l'économie québécoise, autant au niveau du nombre d'emplois qu'il génère que pour la sécurité alimentaire et le développement régional. Ce mandat nous a permis de mieux comprendre les dynamiques actuelles du secteur, ses défis en matière de main-d'œuvre, mais aussi toute la force sur lesquelles il peut miser pour s'adapter aux défis d'avenir. La présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment une synthèse, un survol des principaux éléments. Comme Jacqueline le mentionnait, le diagnostic complet est assez costaud, puis vous allez avoir la chance de le consulter par la suite si vous le désirez. Donc, si on tombe dans la table des matières pour la présentation d'aujourd'hui, qu'on va tenter de demeurer en dedans de 45 minutes pour vous laisser aller dîner par la suite. Donc, les grandes thématiques qui vont être abordées, on va bien sûr passer la méthodologie. On va regarder le portrait des répondants, le portrait de l'industrie, l'analyse des enjeux de main-d'œuvre. On va faire un survol des principales thématiques que vous allez retrouver dans le diagnostic complet. L'objectif principal de ce diagnostic-là, c'est bien sûr d'orienter les actions que va poser le comité sectoriel par la suite avec une lecture claire de la situation, une lecture stratégique, puis ça va alimenter les actions futures que le comité sectoriel va pouvoir poser. Si on va au niveau de la méthodologie qui a été employée, donc, la méthodologie repose sur une approche mixte qui combine l'analyse de données secondaires et primaires. Pour ce qui est des données secondaires, vous avez les secteurs à l'étude à votre gauche, puis, si on revient juste à la diapo d'avant, les secteurs à votre gauche, puis les professions qui étaient à votre droite. Et voilà. Donc, au niveau des secteurs, sans surprise, c'est l'ensemble des secteurs de la transformation alimentaire, à l'excepté du secteur qui concerne les poissons, puisqu'il est desservi par un autre comité sectoriel de main-d'œuvre, celui de la pêche. Au niveau des professions, vous notez que le secteur de la transformation alimentaire ne se limite pas à la liste de professions que vous voyez à l'écran actuellement, mais on a quand même dû définir un périmètre d'étude pour documenter plus finement certaines professions qui étaient importantes pour l'industrie, soit à cause du nombre de personnes qui occupent cette profession-là dans l'industrie ou par leur aspect stratégique et critique lorsqu'il y a peu de personnes qui les occupent. Donc, voilà. Puis, si on continue au niveau de la méthodologie, comment ça s'est structuré, en plus de la recherche documentaire autour des secteurs et des professions que vous avez vues un petit peu plus tôt, on a aussi fait des entrevues individuelles, des groupes de discussion et des enquêtes en ligne. Au niveau des enquêtes en ligne, c'est 119 entreprises qui représentent 284 établissements et 12 000 travailleurs qui ont répondu lors de notre période de sollicitation. Au niveau de l'enquête auprès des travailleurs, c'est 275 travailleurs qui nous ont partagé leur réalité à travers l'enquête qui leur était destinée. Par la suite, au niveau des groupes de discussion, c'est 26 participants, principalement des employeurs, mais aussi des experts du secteur, donc des représentants du milieu de la recherche ou des associations qui sont venus discuter de ces résultats préliminaires qu'on a obtenus là, puis formuler, travailler ensemble des recommandations, principalement en ce qui se concerne les améliorations à l'offre de formation, puis aussi la valorisation du secteur qui est ressorti fortement comme un enjeu. Cette dernière diapositive de méthodologie avant de laisser ma collègue Ruth vous présenter les résultats, donc le bout intéressant de la présentation. Donc, comme vous le voyez à l'écran, comme je le disais, on a atteint une représentativité d'à peu près 12 000 travailleurs de l'industrie, c'est-à-dire 15 de toute la main-d'œuvre. Ça nous permet de présenter des résultats avec une très faible marge d'erreur. Au niveau des secteurs puis de la représentation géographique, les secteurs les plus représentés, c'est aussi les secteurs dans lesquels on retrouve le plus d'établissements en transformation alimentaire. Donc, ça respecte bien notre plan d'échantillonnage initial. Même chose au niveau des régions. On voit que la Montérégie est surreprésentée, mais c'est également la région dans laquelle il y a le plus d'établissements de transformation alimentaire. Donc, à nouveau, ça respecte bien notre plan d'échantillonnage initial pour présenter des résultats qui ont une très faible marge d'erreur.
Et je vais maintenant laisser ma collègue Ruth rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les résultats du diagnostic. Merci Raphaël, et bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter brièvement un petit portrait de l'industrie qui est basé sur des données secondaires, donc par exemple Statistique Canada. Pour débuter, le PIB de l'industrie de la transformation alimentaire en 2024, il atteignait 8,4 milliards de dollars. Donc, ça représentait environ 15% du PIB du secteur manufacturier au Québec. Donc, ce chiffre-là, toutes les données là, que je vais vous nommer aujourd'hui dans cette section-ci, ça n'inclut pas, là, je vais juste réitérer, là, ça n'inclut pas le sous-secteur de la préparation puis du conditionnement des poissons puis fruits de mer. Puis, ça exclut aussi les produits du tabac. Pour revenir à mes données, malgré la baisse qui a été observée là, en 2020 du PIB, le PIB global de la fabrication des aliments et des boissons a quand même progressé sur la période 2019-2024, donc de 9 pour s'établir en 2024 à 8,43 milliards. Puis, parmi les sous-secteurs, ceux de la transformation de produits de viande puis des autres aliments contribuaient en plus grande partie, en plus grande part au PIB de l'industrie à cette période-là. Au niveau des entreprises, toujours en 2024, le Québec comptait un peu plus que 3 000 établissements de transformation alimentaire, dont près de 2 000 qui sont des établissements employeurs. Donc, ça représente environ le quart de l'ensemble des entreprises canadiennes de cette industrie. Donc, ce qui confirme quand même le poids stratégique de l'industrie dans notre économie. Puis, depuis 2019, il y a quand même une croissance soutenue qu'on a pu observer du nombre d'établissements avec une hausse d'un petit peu plus que 12 Donc, c'est une progression qui est surtout portée par deux sous-secteurs, donc la fabrication d'autres aliments, puis celui des boissons, qui ont affiché des augmentations qui étaient quand même plutôt marquées. Puis, à l'inverse, il y a certains secteurs qui ont connu quand même une petite diminution de leur part, donc un certain recul en termes des établissements employeurs, puis autant que les établissements sans employés ou des travailleurs autonomes, etc. Donc, la transformation de la viande, par exemple, qui est comme la seule, finalement, à avoir connu un certain recul. En termes d'emploi, c'est aussi, en termes d'emploi, l'industrie de la transformation demeure donc encore en 2024 le principal employeur du secteur manufacturier au Québec, avec un petit peu plus que 75 000 travailleurs et travailleuses. Donc, ça représente près de 17 de l'ensemble des emplois manufacturiers de la province. Donc, ce qui vient aussi confirmer l'importance stratégique de cette industrie-là. Puis, comme dans plusieurs secteurs manufacturiers, l'industrie de la transformation alimentaire est principalement composée de micro et de petites entreprises, donc des entreprises qui cumulent en bas de 100 employés. Donc, ces entreprises-là, donc les micro et petites entreprises, représentaient 92 des établissements du secteur. Puis, les grandes entreprises représentaient une part un peu plus inférieure, mais elles sont particulièrement présentes dans les secteurs de la viande, des produits laitiers, fruits et légumes. Puis, la distribution géographique de ces établissements sont présents dans toutes les régions, mais plus fortement concentrés, évidemment, ça fait à Montréal, en Montérégie, donc deux pôles majeurs quand même de la consommation, logistique, production. Si je poursuis au niveau de l'emploi, donc, comme je mentionnais, le secteur des autres aliments, c'est celui qui a le plus contribué à la croissance de l'emploi, avec quand même une progression de 14 ce qui fait un gain de plus de 1400 emplois depuis 2019. Puis, la fabrication a aussi suivi une trajectoire similaire, donc avec une croissance de près de 11 mais peu importe, en fait, c'est ça, malgré ça, la transformation de viande demeure quand même le principal employeur de l'industrie, avec à elle seule
23 de l'ensemble des emplois du secteur. Puis parmi les 75 000 plus emplois que je vous ai nommés, il y a 10 392 emplois qui étaient pourvus par des travailleurs étrangers temporaires en 2024. Donc, comme vous le savez, donc au cours des dernières années, il y a une des stratégies de recrutement pour plusieurs entreprises du secteur a été d'avoir recours aux travailleurs étrangers temporaires en réponse soit à des difficultés persistantes de combler des besoins de main-d'œuvre locale. Puis, il y a eu 2 mesures clés qui ont particulièrement contribué à soutenir l'activité des entreprises, à faciliter le recours à ce bassin de travailleurs-là. Donc, le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. Puis, il y avait aussi le plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, les données pour 2025 ne sont pas encore disponibles. Puis là, c'est des données provisoires pour l'année 2024, mais on peut quand même constater qu'il y a eu une croissance constante jusqu'en 2023, suivi quand même d'un recul marqué en 2024, toujours selon les données provisoires. Donc, le recul pourrait être attribuable aux modifications qui ont été apportées au programme des travailleurs étrangers temporaires qui sont entrés en vigueur en septembre 2024. Puis pour un portrait plus juste, les données révisées de 2024-2025 vont nous permettre d'obtenir un meilleur portrait là, des retombées de ça. Puis, autrement, le recours est quand même différencié, là, comme vous voyez à droite dans le graphique. Donc, selon les sous-secteurs, il y en a qui cumulent des plus grandes parts de TET, donc particulièrement les secteurs de transformation de produits de viande, des autres aliments, puis des boulangeries. Donc, à eux seuls, ces 3 sous-secteurs-là cumulent près du 3/4 là, des travailleurs des TET qui œuvrent dans l'industrie. Au niveau de la main-d'œuvre, donc, comme Raphaël mentionnait, c'est le secteur il y a beaucoup de professions un portrait très diversifié de professions, pardon. Puis la main-d'œuvre, elle est quand même fortement concentrée dans les professions de production. Donc, en 2021, les manœuvres représentaient à eux seuls 17 de l'ensemble des travailleurs et travailleuses de votre secteur, suivi des opérateurs, opératrices de machines et de procédés industriels qui regroupaient environ 12 des travailleurs. Donc, mais au-delà de ces fonctions qui sont très importantes, l'industrie, bon, c'est ça, il y a une diversité de professions spécialisées. Puis, par exemple, on retrouve près de 17 de tous les électromécaniciens du Québec qui travaillent dans le secteur, même s'ils représentent une petite part là, quand même. Je ne sais pas si je l'avais sur mon graphique, on ne voit pas. Mais ça ne représente pas une grande part en termes de main-d'œuvre, mais au niveau de toute industrie confondue, il y a une grande partie des électromécaniciens qui travaillent dans le secteur. Puis, on retrouve aussi là, différentes professions issues de, par exemple, plus techniques, scientifiques, donc techniciens en chimie, biologie, des technologues, des chimistes, des ingénieurs en transformation alimentaire et plus encore. Puis, au niveau de l'état d'équilibre de main-d'œuvre, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale produisent régulièrement là, des rapports qui concernent l'état d'équilibre de main-d'œuvre. Donc, selon le dernier rapport qui est pour la période qui couvre 2025 à 2028, le ministère de l'Emploi pose que la majorité des professions qui sont présentes dans la transformation alimentaire sont ou vont être, donc pour la période court terme, moyen terme, en léger déficit ou en déficit même de main-d'œuvre pour l'ensemble du Québec.
Donc, plusieurs postes qui sont essentiels au fonctionnement quotidien des usines ont été identifiés comme plus difficiles à pourvoir au cours des prochaines années. Puis la profession, par exemple, la plus représentée dans le secteur, celle des manœuvres, justement, figure notamment parmi celles des professions qui ont été identifiées en déficit. Puis le même constat s'applique à plusieurs autres fonctions clés. Puis, je vais vous éviter le tout. Ça va être possible de consulter là, toutes les données plus détaillées dans le rapport, là, si vous voulez plus de détails. Au niveau de la main-d'œuvre du secteur, le profil présente plusieurs caractéristiques distinctives. Donc, au niveau du genre, le secteur, bon, il est majoritairement masculin. Donc, on retrouve 63 d'hommes contre 37 de femmes. Il y a toutefois certains secteurs qui tendent vers la parité, donc notamment sucre, confiserie, boulangerie, les autres aliments, fruits et légumes. Puis, en termes de l'âge, on retrouve près d'un quart de la main-d'œuvre en 2021 qui était âgée de 55 ans et plus, ce qui laisse présager des départs à la retraite dans les prochaines années. Puis, c'est une réalité qui va particulièrement toucher le secteur de la mouture de grains, fabrication d'aliments pour animaux, les fruits et légumes, puis sucre, confiserie, ainsi que les produits de viande. En termes de scolarité, le secteur comprend aussi une proportion importante de travailleurs qui sont non qualifiés, donc 45 qui possèdent aucun diplôme ou un diplôme d'études secondaires, mais on retrouve aussi quand même 37 de travailleurs-travailleuses qui ont des études postsecondaires. Puis, en matière d'immigration, on retrouve, c'est aussi un secteur qui s'appuie aussi sur une main-d'œuvre qui est issue d'immigration. Donc, ces travailleurs-là représentaient presque 28 de la main-d'œuvre en 2021. Donc, voilà. Puis, il y a certains sous-secteurs aussi au sein desquels la composition varie. Donc, tout ça va être aussi disponible dans le diagnostic. Puis, au niveau de la formation initiale, donc les données sont provisoires là, pour 2024-2025. Au niveau des études professionnelles, il y a puis là, ce que je présente, c'est vraiment seulement en fonction des programmes qui sont liés au secteur. Donc, le nombre d'inscriptions en général des programmes liés au secteur a augmenté dans 4 formations professionnelles liées au secteur, dont celui qui est des opérations d'équipement en production qui a connu la plus grande progression. Puis sinon, à l'inverse, le nombre d'inscriptions a reculé dans dans la majorité là, des programmes de DEP, donc par exemple en boucherie de détail, boulangerie. Par la suite, au niveau des études collégiales, c'est là où on retrouve une plus grande baisse au niveau de la diplomation. Mais on retrouve quand même au niveau des inscriptions certains programmes qui ont connu des belles croissances en termes de leurs inscriptions. Puis, par exemple, là, si on regarde gestion des opérations, chaîne de logistique avec 60 là, quand même d'augmentation, mais les programmes ont majoritairement là, connu des reculs, par exemple, techniques de procédés industriels, technologie de l'eau, il y en a plusieurs autres qui ont connu des déclins. Puis, en matière des diplômes émis pour la période 2019 à 2024-2025, on note aussi une diminution là, généralement dans les programmes d'études concernés. En matière des études universitaires, autant les inscriptions que les études universitaires, on note une certaine baisse. Donc, la majorité des programmes de premier cycle ont connu une baisse sur cette période de leurs inscriptions, mais elle est plus marquée pour les programmes de sciences et technologies des aliments, donc autant au baccalauréat qu'au certificat.
Puis inversement, la tendance qu'on a observée était que les programmes de deuxième cycle connaissent généralement des progressions, donc en termes de leurs inscriptions. Puis la même tendance est observée aussi pour le programme de sciences et technologies des aliments, par exemple. Puis des tendances semblables sont aussi observées au niveau de la diplomation pour les programmes universitaires liés au secteur. Donc, une tendance à la baisse des diplômes octroyés au programme de premier cycle, puis une hausse au deuxième cycle. Puis, le programme, par exemple, il y a un des programmes qui a été ça a été plus difficile, c'est le programme de génie alimentaire de premier cycle, qui est celui qui connaît la plus grande baisse en termes de la diplomation. Puis ça se conjugue à un nombre très bas de diplômés. Donc, par exemple, en 2023, le ministère de l'Éducation supérieure en dénombrait 3 seulement. La section que je vais vous présenter en matière de gestion des ressources humaines, elle est basée sur les données qui ont été recueillies dans nos enquêtes, les enquêtes qui ont été menées en mai et en juin de 2025. Donc, les résultats du sondage, ils ont permis d'identifier les priorités en ressources humaines, ce qui est le plus pressant pour le secteur. Donc, on retrouve les départs à la retraite des travailleurs expérimentés, le transfert de leurs connaissances, qui est persistant comme enjeu, puis qui touche la majorité des entreprises. Par la suite, il y avait aussi près d'un tiers des entreprises qui mentionnaient des défis liés à l'intégration des nouveaux employés, à la gestion des performances, de la performance des équipes. Puis, donc voilà. Au niveau de l'acquisition et de l'attraction des candidats et candidates, ce qu'on a permis d'observer en comparant avec le diagnostic qui avait été réalisé en 2021, c'est une amélioration partielle du contexte de recrutement dans l'industrie de la transformation alimentaire, donc surtout pour les postes non spécialisés comme les manœuvres ou les journaliers, journalières. Donc, comparativement à 2021, les entreprises reçoivent ce qu'on a reçu puis au travers des groupes de discussion, des entrevues, comme propos, c'était que les entreprises tendent à recevoir aujourd'hui un plus grand volume de candidatures pour ces fonctions-là. Donc, le recrutement, il est moins perçu comme un enjeu critique constant, mais il y a quand même une proportion d'entreprises qui éprouvent des difficultés à pourvoir des postes de manœuvre ou de préposés. Donc, en 2021, c'était 83% des entreprises sondées qui avaient nommé que c'était problématique pour elles. Puis, en 2025, c'était de 36%. Donc, la situation reste aussi préoccupante pour les postes spécialisés et techniques. Par exemple, les électromécaniciens continuent à être difficiles à recruter. Donc, puis d'autres professions techniques aussi, les bouchers, industriels, les boulangers, pâtissiers, les mécaniciens. Donc, il y a beaucoup de professions. Il y a quand même beaucoup d'enjeux au niveau du recrutement. Alors, voilà. Toujours en matière de recrutement, les résultats du sondage puis des groupes de discussion ont révélé que le principal défi en matière de recrutement dans l'industrie, c'est moins le volume de candidatures, mais c'est plutôt le profil, la qualité du profil, donc un enjeu de rehausser les compétences. Donc, il y a 59% des entreprises qui identifiaient que le manque de compétences techniques était l'obstacle, le plus grand obstacle pour eux lors du recrutement. Les lacunes portaient aussi au niveau des compétences de base comme la littératie. Puis il y a presque près d'une entreprise sur 3 qui relevaient l'absence de formation liée à l'emploi comme défi supplémentaire. Donc, pour faire face à leurs défis, il y a certaines organisations, lors des groupes de discussion, des entrevues, qui nommaient avoir réduit, par exemple, leurs critères d'embauche tout en renforçant ou s'assurant de l'encadrement pour maintenir les normes de qualité, de sécurité, les exigences. Puis ça, c'était particulièrement
c'est moins actuel, mais dans les années, dans les quelques années là, antérieures. Par la suite, au niveau des postes vacants, l'industrie de la transformation alimentaire a un taux, en ce moment connaît un taux qui est plutôt bas des taux de postes vacants. Puis les postes vacants concernent principalement les départements de production et des opérations alimentaires. Donc, les données de Statistique Canada, quand on les regarde, le taux est passé de 5,6 en 2023 à 2,4 en 2025. Donc, les résultats là, du sondage étaient ça fait continuité un petit peu là, avec ce qui est observé de façon plus générale par Statistique Canada, pardon. Puis pour pallier aux postes vacants, les entreprises déploient plusieurs stratégies d'adaptation. Donc, un petit peu plus de la moitié qui ont investi dans l'automatisation des procédés. Il y a aussi le recours à la sous-traitance, comme je mentionnais, la réduction des critères d'embauche, réorganisation du travail, mais aussi le recours aux travailleurs étrangers temporaires. Puis, les entretiens puis les groupes de discussion ont aussi permis de préciser que la réduction des critères d'embauche concernait principalement le niveau de scolarité qui était requis pour certains postes d'usine, comme les postes de production, là, de manœuvre, opérateurs, préposés, puis qu'ils allaient monter eux-mêmes une formation à l'interne, donc une formation qui était fournie par les entreprises. Puis le programme des travailleurs étrangers temporaires, il a aussi été souligné comme un bassin important là, qui a contribué à la stabilité, à la continuité des opérations au cours de des périodes qui étaient plus marquées par une pénurie de main-d'œuvre, puis durant la pandémie. Donc, le recours aux travailleurs étrangers temporaires, il est différencié selon la taille là, des emplacements. C'est ce qui est ressorti un petit peu là, dans le sondage. Puis, en juin 2025, il y avait presque 3 entreprises sur 4 là, qui indiquaient qu'ils avaient recours à des travailleurs étrangers temporaires. Donc, je vais passer à l'équité, diversité et inclusion. Parmi les entreprises qui ont été sondées, il y a un peu moins de la moitié là, qui déclarent que l'embauche de personnes issues de groupes sous-représentés fait partie de leur stratégie de recrutement interne. Donc, il y a une belle ouverture là, à la diversification des bassins de main-d'œuvre. Mais lorsqu'on regarde, c'est ça en ce qui concerne les politiques plus formelles, donc l'intégration de plans d'équité, de diversité, d'inclusion, il y a seulement 35 des entreprises qui en disposent, qui en disposaient en date de juin 2025, mais on a quand même 23,7 là, qui souhaitaient aussi en développer une, même si elles n'en avaient pas à ce moment-là. Au niveau de la rétention de la main-d'œuvre, puis de la fidélisation, qui sont des enjeux majeurs pour le secteur, ce qui est ressorti, c'est un taux moyen de roulement de 20 donc une personne sur 5 qui doit être remplacée par année. Puis, ça fluctue, c'est chaque entreprise, puis selon le sous-secteur aussi, là, je vous ai mis les données, voilà. Puis le roulement ne touche pas toutes les professions de la même manière, donc il est particulièrement plus élevé pour les postes de production, les postes de manœuvre, de journaliers, journalières, pour certains métiers spécialisés, comme les bouchers, bouchères, industriels, les électromécaniciens. Puis il y a certains postes qui sont moins concernés, là, comme les postes plus techniques de professionnels ou de soutien, comme les biologistes, les chimistes, qui connaissent un petit peu moins de difficultés de rétention. Les difficultés de rétention, ils ont été expliquées ou peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs propres au secteur, donc l'environnement de travail qui peut être exigeant, milieu réfrigéré, des conditions aussi parfois un petit peu qui peuvent être moins flexibles, avec des horaires fixes, des corps de nuit rotatifs,
donc, ou une capacité plus limitée à pouvoir offrir une conciliation travail-vie personnelle. Puis, certains participants au groupe de discussion ont noté qu'ils observaient aussi des départs vers des secteurs qui sont comme jugés plus attrayants, offrant plus de flexibilité. Donc, voilà pour un petit portrait de la main-d'œuvre. Au niveau des conditions de travail, la tendance générale, c'est on observe que les travailleurs et travailleuses du secteur se disent plutôt satisfaits là, de plusieurs aspects de leurs conditions de travail, notamment l'horaire, les relations avec les collègues et avantages sociaux. Puis, c'est des facteurs qui contribuent à leur stabilité en emploi, mais il y a certains enjeux qui persistent. Donc, il y avait un petit peu plus d'insatisfaction qui a été pointée à l'égard de la reconnaissance du travail au niveau des superviseurs ou de la direction, des possibilités de progression salariale, donc au niveau de la rémunération, du rythme, de l'organisation du travail. Puis, pour améliorer leur satisfaction, il y a 3 leviers principaux que les travailleurs et travailleuses ont identifiés. Donc, la bonification de la rémunération des avantages sociaux, le renforcement des compétences des superviseurs en matière de gestion, de leadership, puis l'amélioration de l'organisation du travail, des horaires, donc une meilleure flexibilité. Puis, c'est assez semblable au niveau de l'environnement de travail. Donc, quand même une tendance de satisfaction au niveau de l'environnement de travail, notamment de la qualité des équipements, de la sécurité, de la santé-sécurité, des mesures de prévention des accidents. Mais il y a quand même un tiers qui exprime des insatisfactions concernant la condition des machines, la température. Il y a quand même certains éléments qui font moins, qui sont moins, mon Dieu, pardon, je déparle un petit peu, qui sont moins des éléments de satisfaction, je vais le dire comme ça. Pour répondre à ça, les entreprises qui ont été sondées ont souligné mettre en place différentes mesures pour améliorer l'environnement de travail. Donc, les 3/4 qui vont offrir un espace de repos, qui ont amélioré l'ergonomie des postes, en fait partie. Puis, pour relever aussi les défis persistants, par exemple, de recrutement, de rétention, les entreprises ils ont nommé qui déploient différentes stratégies qui sont notamment axées sur les conditions de travail, la qualité de vie professionnelle. Donc, les mesures qui sont les plus couramment adoptées, telles l'amélioration de l'environnement de travail, l'offre d'un salaire concurrentiel, qui sont 2 leviers qui ont des impacts quand même directs sur la satisfaction et la fidélisation des employés. Puis, il y a beaucoup d'autres initiatives là, qui ont été soulignées. Puis, pour les 3 prochaines années, les entreprises du secteur étaient invitées à identifier quelles mesures seraient les pistes prioritaires auxquelles ils voudraient du soutien là, au niveau GRH. Donc, ce qui est ressorti le plus, c'est le développement de la formation continue en milieu de travail, la mise en place d'outils structurants en ressources humaines, puis de créer un répertoire sectoriel de bonnes pratiques de recrutement et de fidélisation. Puis la formation continue dans le secteur demeure quand même un défi. Parmi celles qui ont été sondées, 60% ont indiqué qu'il n'y avait pas de plan ou de stratégie structurée. 40% offrent de la formation ponctuelle qui est adaptée aux besoins opérationnels ou aux demandes des employés. Puis, parmi les entreprises qui disposent d'un plan de formation, certaines se limitent aux formations obligatoires. Il y a différentes méthodes qui sont privilégiées pour octroyer la formation. La première, c'est la formation interne et le compagnonnage, tandis que la formation alternance travail-études demeure moins utilisée là, selon les réponses qu'on a eues. L'analyse des résultats montre qu'il y a quand même un écart entre des formations émergentes, les besoins là, finalement de formation, puis ceux qui sont perçus comme prioritaires à court terme.
Donc, les besoins sont principalement des besoins opérationnels, de gestion du personnel, donc santé, sécurité au travail, la motivation, mobilisation des employés, l'accueil et l'intégration, et j'en passe. Puis les thématiques plus émergentes, comme l'inclusion des travailleurs éloignés du marché du travail, transition verte, transition numérique, suscitaient à ce moment-là un petit peu moins d'intérêt immédiat. Donc, puis au niveau des facteurs qui limitent la formation continue. Donc, même s'il y a un intérêt marqué pour la formation continue, il y a quand même plusieurs obstacles qui vont freiner la mise en œuvre concrète de ces pratiques-là. Donc, la charge de travail élevée qui a été identifiée principalement, le coût des formations, les budgets limités, j'allais dire limités. Puis, il y a seulement 14% des entreprises qui estiment que l'offre de formation n'est pas disponible. Donc, ça suggère que les enjeux seraient davantage d'ordre organisationnel, de logistique, comme le manque de temps, méconnaissance des programmes de subvention, plutôt qu'un déficit au niveau de l'offre de ce qui est actuellement disponible. Pour remédier aussi à certaines difficultés, il y a des entreprises au travers des entrevues et des groupes de discussion qui ont souligné qu'un répertoire centralisé qui recense les formations puis les aides financières pourrait faciliter l'accès, favoriser leur participation à ces initiatives-là de développement des compétences. Les travailleurs ont été aussi invités à identifier les formations ou les thématiques pour lesquelles ils auraient de l'intérêt. Donc, c'est surtout un intérêt pour les formations qui ont un impact direct sur leur quotidien en milieu de travail. Puis là, au niveau de la santé et sécurité, donc, il y a plusieurs... je vais juste mentionner les données. C'est vraiment, il faut les analyser en fonction du point de vue des travailleurs. Puis on a quand même rejoint un certain nombre de travailleurs, mais ça ne peut pas... ça ne peut pas remplacer les données de la CNESST. Mais parmi les répondants et les travailleurs qui ont répondu, on avait quand même 40% qui ont déjà subi un accident ou une maladie professionnelle. Puis, il y a au niveau des entreprises, 75 d'entre elles qui appliquent des mesures de prévention structurantes. Donc, des règlements internes, inspection, entretien d'équipement, etc. Et je vais en passer. Puis, il y a aussi une reconnaissance qu'on a constatée qui est croissante des enjeux en matière de santé mentale. Donc, plusieurs qui vont mettre en place des mesures de soutien psychologique qui sont présentes à l'écran. Donc, en matière, là, je vais essayer d'y aller un petit peu plus vite, là. Donc, en matière de transition numérique, la transition semble progresser à des rythmes variables selon les résultats du sondage. Donc, quand même plusieurs obstacles qui ont été nommés, tels que les coûts élevés, le manque d'expertise à l'interne pour mettre en place des solutions numériques, puis la résistance au changement. Puis plusieurs compétences aussi qui ont été identifiées comme nécessaires là, pour la suite. Par la suite, au niveau de la transition verte, donc c'est dans un même sens, donc la transition s'opère aussi à des niveaux qui semblent différenciés. Puis seulement 12% là, ont embauché des ressources spécialisées en environnement transition verte. Donc, c'est beaucoup, ce qui ressortait, c'est que c'est beaucoup les compétences internes, donc souvent les ressources humaines qui se retrouvent à porter les chapeaux de différentes transitions au sein de l'entreprise, mais alors que c'est des compétences particulières et très spécialisées qui seraient les plus adaptées là, pour aider, pour soutenir ces transitions-là au sein des entreprises. Donc, plusieurs
c'est ça, le manque d'expertise à l'interne qui est dédié constitue un frein majeur pour les initiatives de transition verte. Donc, comme je mentionnais, c'est souvent des professionnels qui sont répartis dans différents départements, selon parfois même l'intérêt, qui vont prendre ces projets-là. Puis, au niveau de certaines pratiques là, que les entreprises souhaiteraient, ce serait aussi d'avoir accès là, à un répertoire centralisé avec les programmes disponibles pour faciliter le recours à soit des subventions, des pratiques aussi concrètes, des exemples de pratiques, des faits inspirants pour guider leur propre démarche, puis aussi rassurer les décideurs sur la rentabilité des initiatives qui sont possibles. Je vais vous inviter à consulter aussi les recommandations dans le rapport qui sont mieux détaillées, mais il y a des recommandations sur les axes principaux là, du diagnostic, donc autant le développement des compétences, donc de soutenir les entreprises du secteur dans leurs pratiques RH, d'autres recommandations qui visent la promotion du secteur, la valorisation de ces métiers, puis de faciliter l'accès à l'information, à l'expertise, notamment par le biais de répertoires centralisés qui regroupent l'information, puis les programmes de financement, par exemple, pour faciliter aussi la tâche, la recherche, puis diminuer le temps, finalement, que ça peut vous prendre de faire toutes ces recherches-là individuellement. Puis, il y avait aussi continuer à soutenir les entreprises au niveau de leur transition verte, transition numérique, puis des recommandations qui sont axées sur des professions spécialisées critiques, par exemple pour les électromécaniciens et mécaniciennes. Ce qui nous amènerait à la période de questions. Je m'excuse, j'ai pris un petit peu plus de temps. Donc, Jacqueline, je ne sais pas si tu voulais prendre la parole ou Raphaël pour les questions. Oui, ben en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais si vous en avez eu au cours de la présentation, n'hésitez pas. C'est le moment, vous pouvez simplement lever la main avec la fonction Teams ou encore les écrire dans le chat. Puis, si on est en mesure d'y répondre immédiatement, on va le faire. Si on n'a pas la réponse à portée de doigt, ben, on va faire la recherche complémentaire puis vous répondre par la suite. Donc, on a Marie-Claude qui demande est-ce que l'enregistrement de la présentation va être disponible par la suite? La réponse est oui. Je pense que ça va être, vous me corrigerez les gens du comité sectoriel, ça va être directement sur votre channel YouTube, si je ne me trompe pas. Effectivement, donc le lien va être disponible sur notre page web. Donc, plus tôt dans le clavardage, Nadia a mis le lien pour télécharger le rapport à la fin de la rencontre. Et puis, donc, sur notre page, là, sur la même page, sera inclus le lien vers l'enregistrement. On a Josiane qui demande est-ce qu'il y avait eu on a eu des questions sur le taux de roulement, mais est-ce qu'il y en avait aussi eu sur l'absentéisme? Il n'y avait pas de questions spécifiques sur l'absentéisme dans l'enquête en ligne. J'avoue que c'est peu ressorti dans les entrevues auxquelles j'ai participé et ainsi que dans les groupes de discussion, mais peut-être que je vais laisser ma collègue Ruth me contredire. Peut-être que dans certaines de ces entrevues qu'elle a menées, c'est ressorti plus fortement, mais je ne dirais pas que c'est ressorti comme un enjeu majeur, là, non. Non, exactement. Je dirais dans le même sens. Donc, tu sais, au terme autant des groupes de discussion que des entrevues, c'est pas un enjeu qui est ressorti. En fait, c'est très peu ressorti. Donc, puis on s'est basé sur la trentaine là, d'entrevues pour formuler notre questionnaire qui a servi au sondage en ligne. Donc, mais c'est sûr que ça aurait été des données très intéressantes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Raphaël?
Oui, on a Coulombe qui demande les pratiques RH pour faire face à l'enjeu de manque de savoir-être a-t-elle été documentée? Oui, il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont sorties par rapport au savoir-être. La première qui me vient en tête, qui est sortie le plus fortement, c'est vraiment le besoin de formation pour formateurs. Donc, apprendre à nos gens à qui on peut ils transfèrent leur savoir à être des meilleurs pédagogues. Donc, je pense que même il y a déjà des initiatives qui vont dans ce sens-là de formation de formateurs sur la table du côté du CSMO. C'est vraiment celle qui me vient le plus facilement en tête, vu qu'il a été nommé le plus souvent, là. Oui, puis je rajouterais au niveau aussi du développement des compétences des superviseurs, des gestionnaires, ça a été aussi nommé comme besoin. Donc, ça aussi, ça a été recensé là, comme piste importante là, de développement de compétences. Puis, il y a aussi d'autres pistes, là, je ne l'ai pas fraîchement en tête, mais d'autres pistes qui ont aussi été relevées puis qui sont présentes dans le diagnostic. S'il n'y a pas d'autres questions, je laisserai le mot de la fin à Jacqueline à ce moment-là. Parfait, merci. Puis c'est en cours de route pendant la conclusion. Il y a d'autres questions, on pourra y revenir. Donc, ça met fin à la présentation des faits saillants de notre diagnostic. J'espère que le contenu vous a sensibilisé aux enjeux de main-d'œuvre de l'industrie. Ce diagnostic est au cœur des actions que nous accomplirons dans les 3 prochaines années, puisque nous sommes actuellement en démarche de planification stratégique triennale. D'ailleurs, se tiendra le 3 décembre prochain à Nicolet une journée de réflexion stratégique en présence d'employeurs et de partenaires. Il y a 2 places de disponibles pour se joindre à nous. Donc, je vous lance l'invitation. Si vous avez de l'intérêt à enrichir nos échanges lors de cette journée, le lien d'inscription est disponible dès maintenant dans la section clavardage. Nous tenons à remercier tous les participants qui ont généreusement donné de leur temps au cours des derniers mois afin de contribuer à la collecte de données. Donc, restez à l'affût, suivront des fiches synthèse de 6 sous-secteurs permettant de consulter rapidement les faits saillants recueillis pour chacun d'eux. Ils seront disponibles en téléchargement sur notre site web sous peu. Donc, je tiens à remercier la collaboration de DDM dans la réalisation de ce diagnostic. Je vous remercie pour votre écoute puis votre participation aujourd'hui. Avant de quitter, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le clavardage? Je n'en vois pas. Donc, ce sera la conclusion. Donc, merci pour votre participation, pour le plaisir de collaborer dans les prochains mois sur divers projets pour répondre aux enjeux de la main-d'œuvre. Bonne fin de journée.